Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. 60 minutes numéro 22 déjà. Nous sommes le jeudi 1er octobre et nous sommes en direct comme tous les soirs. Et comme tous les soirs, vous l'avez compris, nous essayons de décrypter, de vous faire comprendre l'actualité nationale et internationale en compagnie d'observateurs et d'acteurs nationaux et internationaux. Et comme tous les soirs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, page Facebook de Média TV et sur Twitter sur le hashtag 60MPC. Alors, experts, oui, acteurs en même temps qui ont accepté d'être avec nous ce soir sur ce plateau et j'en suis très content. Youssef Hadji, vous êtes auteur du livre Idbihi sur les ouvriers de Renault-Billancourt. Idbihi, parcours d'un Marocain 1968-1987 que j'ai feuilleté juste avant l'émission et que vous m'avez dédicacé, enfin pour mon père. On y reviendra, je vous expliquerai pourquoi, je vous en remercie. Mustapha Idbihi, c'est vous? Oui. Voilà, c'est vous, il est là, la personne objet du livre. Vous êtes un ancien ouvrier de Renault, vous êtes vice-président de l'association des anciens travailleurs de Renault Île-Seguin-Atrice. Merci d'être avec nous ce soir. Abdeltef Maroufi, vous êtes chargé de mission auprès du CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Vous êtes consultant en matière de politique de la vieillesse. Le 21 septembre dernier, en France, la SNCF était finalement condamné pour discrimination dans l'exécution du contrat de travail et dans les droits à la retraite à l'égard de 800 ouvriers marocains retraités. Les 30 Glorieuses ont vu l'importation massive d'ouvriers marocains en France, sélectionnés pour accompagner le développement industriel, pour les vouer, pour beaucoup d'entre eux, à une retraite beaucoup moins glorieuse. Elle, MRE retraité, justice a-t-elle été faite? C'est le titre de l'émission de ce soir. On devrait le savoir cette année. Les années 50 resteront gravées dans la mémoire des retraités marocains en France. Dans l'Hexagone, la troisième vague méditerranéenne est marocaine. Les raisons de l'émigration sont essentiellement économiques, à l'exemple des autres courants migratoires de l'époque. Niveau de vie insuffisant, sécheresse et chômage. Pour s'assurer une vie meilleure, plus d'1,7 million personnes ont tenté leur chance en France en 1954. Leur nombre est passé à plus de 3,4 millions en 1975. Le nombre d'immigrés marocains s'est donc multiplié par 2 car la France encourageait une immigration massive. Pour cause, une expansion économique et une population active insuffisante pour accompagner cet essor. Mais dès 1973, l'État tente vainement de contrôler cette immigration lorsque la crise économique éclate. Sur la période 1954-1974, les travailleurs étrangers, y compris les Marocains, acquièrent une place croissante dans l'économie. Elle est passée de 5% à 7% de la population active totale. Ces immigrés marocains sont recrutés sur la base de contrats de courte durée, souvent un contrat de 18 mois renouvelable. Objectif, se doter d'une main-d'œuvre flottante et flexible. Ils sont surtout employés dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, dans les usines d'automobiles, notamment les maisons Renault et Peugeot, mais aussi dans les mines du Nord, Hosticourt, Le Forest, Petite-Rosselle, Carmaux et bien d'autres communes. Après la fermeture des mines, la majorité des immigrés ne sont pas rentrés au Maroc. Ils réclament leur droit à la retraite et ce n'est qu'en 1980 qu'ils obtiennent le statut de mineur avec 2 avantages majeurs, logement et sécurité sociale. Ils sont ainsi reconnus comme les autres travailleurs. Le 9 juillet 1965, le Maroc et la France ont signé la Convention générale de sécurité sociale. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 1981. Rabat et Paris ont ratifié une nouvelle convention en 2007, appliquée depuis le 1er juin 2011. Bien, messieurs, alors c'est vrai qu'on a pris comme prétexte cette actualité qui est le dénouement de l'affaire des 10 Chibani. Alors déjà, nous, on va commencer par pas les appeler Chibani, mais retraités marocains, parce qu'à un moment, on va enlever ce côté assez anecdotique de ce terme qui avait été employé. Ça, on en parlera en deuxième partie d'émission. Mais j'aimerais bien qu'en première partie d'émission, on puisse avoir, on va revenir sur ce qu'on a vu. Je vous ai vu regarder ces images avec un peu d'émotion dans les yeux, de ce que vous avez vécu en France, notamment. Et si Hadji, à l'intérieur de votre livre, on va peut-être revenir sur des passages qui sont assez émouvants, sur ces vagues migratoires et le début de l'immigration. Alors on sait que l'immigration marocaine vers la France, avant qu'elle soit économique et concerne l'emploi, c'était une immigration militaire qui a commencé déjà pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre. Ça, on pourra en parler aussi. Oui.
Oui, ces images, en tous les cas, c'est émouvant, c'est sûr. Avant les HLM, il y avait aussi les bidonvilles Nanterre, par exemple. Le bidonville de Nanterre, il a été fermé. Exactement, là où il est actuellement, la fac de Nanterre, c'était un bidonville. Et il y a une personne, une amie qui a lu le livre et qui m'a écrit et qui est née dans ce bidonville. Puis après, elle est passée par les cités de transit, qui étaient des cités qui étaient faites pour durer 5-6 ans et qui sont restées pendant 30 ans et plus. Et puis aujourd'hui, elle m'a dit, je comprends enfin le silence de mon père. Qu'est-ce qu'il a vécu, mon père, dans ces usines de Simca, pourquoi il nous a pas parlé de cette histoire. Et aujourd'hui, je comprends l'Walid Metz, mais aujourd'hui, j'ai des traces de ce silence de mon père dans ces films, ces documentaires qui sont faits par pas mal d'artistes issus de l'immigration marocaine, maghrébine, pas seulement marocaine. Donc c'est important de revoir ça, et ça reste d'actualité, malheureusement. Ça veut dire le statut des cheminots aujourd'hui, vous en avez parlé, c'est un statut d'indigène. C'est incroyable. Alors, ça veut dire. On va y revenir, parce que ça, c'est un plan sur lequel on va rentrer en détail. Si Idbi, juste comment revenir vraiment pour les gens qui nous regardent, qu'on refasse vivre un peu, qu'on comprenne, pour les jeunes qui nous regardent aussi, qu'on comprenne comment ça se passait à l'époque. La France avait besoin de main-d'œuvre. J'ai dit c'était les 30 glorieuses, mais les 30 glorieuses, c'est 46-75, ça a commencé, ça a fini au début des années 80. Les secteurs principaux qui avaient besoin de main-d'œuvre, c'était quoi? C'était essentiellement l'automobile? Dans les années 70, il y a une prospection de la métallurgie automobile. Donc, je donne le cas de Renault. Renault, c'est une entreprise nationale, qui était nationalisée. Et pour travailler à Renault, il faut être soit français, soit un ancien militaire qui a fait la première ou la deuxième guerre mondiale. Donc en 70, ils avaient besoin de tellement de main-d'œuvre, ils ont commencé à recruter les gens. Donc, et parmi eux, la majorité, c'est des gens qui sont venus de Saint-Étienne et de Lille, à la fermeture des mines de charbonnage. Et c'est là où ça a commencé, la main-d'œuvre marocaine. Donc, en revenant sur cette main-d'œuvre, donc c'est une main-d'œuvre qui a été tellement exploitée. Donc, les gens, c'était trié sur le volet, les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et comme alors, alors, trier sur le volet, mais à l'envers. C'est pour ça que je veux revenir là-dessus. À l'époque, il y avait un office en France qui était l'ONI, c'était l'Office national de l'immigration français, qui avait des antennes ici au Maroc, notamment à Ain Bourja, notamment à Ain Bourja, et ils sélectionnaient les ouvriers marocains pour les besoins de l'industrie automobile et même des pneus comme Michelin. Des mines, oui, c'est ça. Moi, je pense que pour comprendre l'histoire de l'immigration marocaine, il y a deux faits. Le premier, c'est celui de la colonisation de l'Algérie en 1830. En 1830, il y avait déjà une main-d'œuvre qui allait travailler dans les fermes des colons en Algérie et qui traversait pour aller à Marseille. La présence des Marocains dans Saint-Étienne, dans beaucoup de villes françaises à Gennevilliers, elle date de la fin du 19e siècle. Il y a certaines photos, il y a certaines archives dans les municipalités. Le deuxième fait, c'est la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a mobilisé beaucoup de Marocains. Et en 1912, le Maroc il était occupé et la France a fait immigrer des Marocains pour occuper des postes dans les usines pour que les Français aillent sur le front. Donc, cette histoire de l'immigration marocaine, il y a deux faits. Déjà, ce qu'on appelait en Algérie Tsarrak, c'est-à-dire aller vers l'ouest, l'est. Et c'est une histoire qui est ancienne, l'histoire de l'immigration marocaine. C'est vrai qu'après, avec l'indépendance et avec la Deuxième Guerre mondiale et la reconstruction, elle va prendre une autre allure. Et cette allure, elle était
premièrement spontanée, une immigration spontanée, elle n'était pas organisée. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de convention entre les pays. La convention avec la France et les conventions avec l'Allemagne, elles datent des années 1960, Début années 60. 1960. Donc il y avait déjà une immigration, mais elle était une immigration spontanée. Pourquoi elle était spontanée? D'abord, au moment où le Maroc était colonisé, les Marocains, ils n'avaient pas besoin de visa, de passeport pour aller en France ou en Espagne. Donc ça, c'est Oui, ça faut le dire aux jeunes qui nous regardent. Il n'y a pas de visa. Ça, c'est important parce que l'histoire de l'immigration, elle est spontanée. Et cette immigration spontanée, elle va jouer beaucoup quand les gens ils seront âgés. Parce que d'abord, ils partaient pour une période. Ils pensaient revenir provisoirement. Ils sont restés là-bas définitivement. Ils ont travaillé sans sécurité sociale, sans rien. Et quand ils sont arrivés à l'âge de la vieillesse, on va en parler, ils se sont trouvés sans ressources financières. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée, vous, votre émigration vers la France? Je prends un terme que j'ai trouvé dans un ouvrage de Jocelyne Césari qui avait fait une étude là-dessus. C'était une migration de muscles et de santé à caractère temporaire. Vous êtes d'accord avec cette notion? Migration de muscles et de santé à caractère temporaire. Ça veut tout dire, ça. Oui, la première vague d'immigration qui est partie dans les années 58 dans le sud du Maroc, c'est les mines. Les mines, il y avait un recruteur qui s'appelle Mora. Donc, il choisissait la corpulature de la personne. Donc la corpulence. Voilà, ouais. Et si il est apte, il lui met un cachet sur le dos. Il y a des gens qui sont refusés parce qu'ils sont maigrichons ou bien les critères. Ça se passait comme ça. Oui, les critères, il ne faut pas qu'ils savent lire, ni écrire, ni parler français, ni quoi que ce soit. J'ai un message de Tsahami Adardour, un mineur marocain, qui m'a raconté que lorsqu'il a été embauché du côté d'Agadir, il avait un tampon, il y allait le tampon rouge et le tampon vert. Le tampon rouge, vous restez à Agadir ou dans la région. Le tampon vert, vous pouvez immigrer. Et lui, il a eu le tampon vert. Mais son cousin, il a eu un rouge. Donc il est sorti avec son tampon vert, il a effacé le tampon rouge de son cousin et avec son bras, il a commencé à lui coller le vert sur sa peau. C'est vraiment une histoire d'esclavage moderne, qu'a vécu cette migration. Histoire de tampon basée sur les mensurations, la corpulence. Bien sûr. Et surtout, alors pourquoi, excusez-moi, vous me dites trier en fonction de finalement leur niveau très bas finalement d'instruction. Vous nous dites, vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez donné un exemple que vous, lorsque vous êtes allé vous faire sélectionner, vous avez donné votre passeport avec votre profession et il a fermé le passeport et dit non, en fait t'es trop qualifié pour ça. Oui. Donc ils choisissent des gens comme ça, ils ne peuvent pas réagir et ils vont être exploités au maximum. Dans certaines entreprises, si on prend Citroën ou Peugeot ou Simca, il y a un seul syndicat, c'est le syndicat patronal. Donc le premier jour, quand le type il est recruté, avant qu'un jour, s'il n'est pas adhéré au syndicat patronal, il est licencié après. Et le malheur que l'encadrement qui a été dans ces usines-là, je parle en particulier de Renault que je connais très bien, que tous c'est des anciens militaires qui ont fait la guerre d'Algérie, qui parlent berbère, ils parlent arabe, donc il suffit de l'insulter, il te répond, soit si tu l'insultes en arabe, il te répond en arabe, si tu l'insultes en berbère, il te répond en berbère. Donc les gens, ils ont été tellement exploités au maximum, ils ne pouvaient pas, et sans oublier aussi, il y a aussi certaines associations, sans les dénommer, et qu'ils ont exploité ça tellement que ces gens-là, ils sont liés avec la direction où ils menacent les ouvriers s'ils font des grèves. On leur dit qu'on va avertir le consulat ou l'ambassade et vous saurez le lendemain au Maroc. Donc tellement les gens, ils ont peur, ils ne peuvent pas revendiquer leurs droits, ils ne peuvent pas parler de leur salaire, de quoi que ce soit. Donc il y a 200 personnes qui sont venues dans les années 70, c'est des jeunes Marocains. Et c'est des gens qui sont sortis du lycée de Khawarizmi à Casablanca, c'est un lycée industriel, et qui ont tous des brevets techniques et des CAP, et qui travaillent sur la chaîne.
et qu'ils ont resté pendant 20 ans à monter une roue de secours ou un filtre à air. Donc ils n'avaient pas le droit d'avoir une formation, ni et d'évoluer comme tous les autres au sein des comme les sociétés. autres. Donc il y a certains Français qui travaillent sur chaîne, mais ils n'ont pas, et qui gagnent plus que ces gens-là. Et pourtant, ils font le même travail. Et il y a même certains immigrés qui font un travail qui est plus dur que Comment ça se passe? Oui, Moi, je pense que quand ils étaient embauchés dans des secteurs qui étaient déjà condamnés à fermer. Par exemple, les Marocains qui étaient recrutés dans les mines, ils savaient que les mines ils vont fermer. Ils ont utilisé les travailleurs de fond pour la reconversion des travailleurs français pour qu'ils trouvent un autre travail. Et la deuxième chose, c'est pour maintenir la mine ouverte. Ils étaient employés dans le textile il était déjà dans les années... il va fermer. La sidérurgie, la métallurgie, c'est pourquoi ils ont choisi l'immigration marocaine, parce qu'il faut la comparer à d'autres immigrations italiennes, espagnoles, portugaises. Hollandaise, ils sont partis, les derniers immigrés qui sont partis, c'est les Marocains qui ont rejoint les pays d'immigration. Déjà, il y avait les Italiens, déjà après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale. Et les Marocains, ils se sont trouvés dans une situation économique, sociale, sur le point de vue de logement. Il faut en parler, parce que le logement... Alors justement, quand ils arrivaient, où est-ce qu'ils logeaient? Comment ils étaient logés? On a vu, alors vous avez parlé des bidonvilles, après, ensuite, il y a eu des cités qui ont été construites. Est-ce qu'ils arrivaient avec leur famille? Imaginez, pour les mineurs, j'ai travaillé avec l'association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais pendant 3 ans, et il fallait que je puisse le palper pour le croire. Parce que M. Adardour Tsahami, un jour, me ramène là où ils étaient parqués, ces immigrés nouvellement arrivés du Maroc. Vous savez, c'était dans quel lieu? En termes symboliques, c'est extraordinaire, ça fait froid au dos. C'est dans des lieux qui étaient créés par les nazis pendant l'occupation de la France, qui ont été reconvertis par Charbonnage de France en lieu d'accueil des mineurs. Donc vous voyez, plus les foyers Sonacotra, plus les marchands de sommeil. Donc il y avait une multitude d'endroits qui étaient inhumains, invivables, qui étaient à la limite de l'accueil des bêtes sauvages. Et les familles, alors, parce que c'était les hommes qu'on n'apportait pas les femmes. Et les familles, comment ça se passait? Le regroupement familial, on avait le droit jusqu'en 1974 que le droit de regroupement familial, que les gens peuvent regrouper, amener leur famille. Jusqu'en 1974. Jusqu'à 1974. Donc je reviens à la question de ce qu'il a dit Abdeltaïf. La fermeture, c'était pas Renault, c'était pas le cas. Renault, dans les années 70 jusqu'à 80, il faisait 1000 voitures. Il y avait 36 000 ouvriers dans l'entreprise. Vous parliez du Nord, hein, le secteur minier, mais le secteur automobile, il était en pleine croissance. C'était prospère. Donc la fermeture, c'était la décision de la fermeture politique, c'était l'arrivée de Mitterrand, c'était beaucoup politique qu'économique. C'est parce que c'était un bastion d'une force syndicale énorme, et à chaque fois les ouvriers de Renault arrachent quelque chose, c'est la France qui bénéficiait. Donc la décision, c'était beaucoup politique et n'est pas économique, quoi. Donc c'est ça le problème. Donc c'est l'arrivée de la gauche en France qui a été catastrophique pour les immigrés marocains. Dans les années 80, il y avait une grande restructuration aussi dans l'automobile. Il y avait une restructuration. À Renault, c'était pas le cas. L'interdiction de machines, tout ça. Mais je pense que pour le logement, il faut faire 2 distinctions. La première, ceux qui étaient recrutés directement dans le cadre des recrutements officiels. Cela, la Convention, elle stipule que l'employeur doit garantir un logement. Donc, on peut dire que ceux qui étaient recrutés officiellement, ils étaient mieux lotis que les autres. Parce qu'ils partaient et ils étaient accompagnés par des représentants des entreprises, ils étaient accueillis et emmenés dans des endroits où ils logeaient. Les mineurs, c'était dans le cadre des conventions, et malgré ça, ils étaient mal accueillis. La deuxième chose, il y a l'immigration spontanée. L'immigration spontanée, c'est quelqu'un qui arrive par des réseaux, des canaux familiaux, il arrive tout seul. Donc, il logeait ce que dans Moustapha il appelait des pensions.
Il y avait des pensions, il y avait des marchands de sommeil, et c'était vraiment des lieux qui étaient insalubres, où il y avait 8 à 10 par chambre. Il y avait le roulement, les gens qui travaillaient 3-8. Les premiers, ils dormaient les premières 8 heures, les deuxièmes, les deux 8 heures, et les troisièmes 8 heures. Donc il y avait un roulement aussi dans le logement. Et alors, la comparaison avec la condition des ouvriers, vous côtoyiez les ouvriers français aussi, il n'y avait pas que des ouvriers marocains dans les usines Renault. À ce moment-là, comment vous vous compariez avec les ouvriers français? Alors, Moustapha peut parler mieux que moi de ça, mais en tous les cas, moi je l'ai vécu parce qu'on faisait les permanences sociales et juridiques à l'Association de travailleurs marocains en France, par exemple, ou l'AMF, l'Association des Marocains en France, qui faisait un travail extraordinaire. C'est deux grosses associations dans les années 70. Et ce qui était impressionnant, et Moustapha peut m'arrêter, contrarier, si je dis des bêtises, il y avait vraiment une solidarité ouvrière. Qui n'existe plus malheureusement. Il n'y avait pas de Français, Arabes, il y avait des ouvriers. Il y avait des Arabes et des Français, des Polonais, etc. Ça c'est évident, mais il y avait une solidarité. Ça veut dire qu'il y avait toujours, chez les mineurs, on trouvait dans les récits de mineurs ou des ouvriers, etc., il y avait toujours des Français, militants français qui étaient là, et des fois c'est des gens qui étaient même contre la direction de leurs syndicats, etc., concernant ces discriminations. C'était le cas dans les grandes grèves, comme à l'usine Penaria à Lyon en septembre 72, Renaud Billancourt en mars 73. C'était pas seulement les Marocains, vous aviez mobilisé tous les ouvriers. À Renault, dans les années 70, il y a 56 nationalités qui travaillent à Renault. Il y a 36 000 ouvriers. Combien de nationalités? 56. 56 nationalités. Et il y avait 36 000 ouvriers. Et sur les 36 000, dans les deux Renault de Flins et Billancourt, il y a 3 000 ouvriers marocains. Donc il y a 6 000 ouvriers maghrébins. Il y avait pas, sincèrement, on n'avait pas ce problème de racisme. On n'avait pas à tel point qu'on a revendiqué en 1974 un lieu de la prière. Et on a réussi à avoir un lieu aujourd'hui, il y a cette islamophobie, il y a cette politique sur l'islam. Et en 1973, on a eu un lieu à l'intérieur de l'atelier où les gens peuvent faire leur prière. Et on arrivait à avoir les 20 minutes pour le ftor de Ramadan. Et il y avait à cette époque-là, il n'y avait aucun débat sur l'identité. Alors pour cette question de Ramadan, c'est extraordinaire. Ça veut dire, imaginez sur une chaîne de montage de voitures, des Marocains et des Maghrébins qui ne font pas le Ramadan, par exemple, ils vont faire plus d'efforts pour que les collègues qui font le Ramadan puissent prendre leur tour. Et des Français de souche, chrétiens, athées, communistes et tout ce que vous voulez, font le même effort, maoïstes et compagnie, font le même effort pour que des musulmans, sénégalais, etc., qui font le Ramadan, puissent avoir 20 minutes à une demi-heure de rupture de jeûne. Et vice-versa, des musulmans croyants qui font le Ramadan, ramener avec eux dans le ftor une partie pour partager avec des athées, des agnostiques, etc. C'est extraordinaire, ce vivre ensemble dans les chaînes. Alors j'ai juste un tweet, je vous le lis, un tweet qu'on reçoit. Je rappelle que nous sommes en direct et vous nous envoyez tweet, merci de participer. Ça fait mal au cœur toutes ces histoires. Que faisait le Maroc pour les aider? Où ont-ils songé à un retour? Avant que vous répondiez à ça, je prends juste la page 104 de votre bouquin. J'ai ouvert au hasard tout à l'heure, j'ai vu. Je vais lire très rapidement. En fait, voilà, je place la scène. On est sur le boulevard de la Chapelle, terrasse d'un café, et deux personnes se parlent. Mustapha, tu te souviens plus de moi? Pardon, c'est toi, Idbi, de Renault. Oui, moi c'est Qadr, contrôleur comme toi, tu te rappelles pas de nos rires? Et là, il serre Ahmed dans ses bras, avec sa barbe et ses rides. Il avait plus l'aspect d'un clochard que d'un ancien de Renault. Ahmed m'expliquait, j'ai cru à leur mensonge. Il m'avait dit d'ouvrir un garage au bled. Là-bas, ils m'ont plumé, l'administration et les cousins. Maintenant, je suis de retour comme clandestin, je dors dehors et le matin, je fais ma toilette dans les cafés. Juste pour répondre à ça, lorsqu'on parle du retour. Donc ça, c'était dans le moment où Renault commence à préparer la fermeture des usines dans les années 85. Donc ils incitent des gens pour un départ volontaire. Soi-disant, on leur donne un peu de pécule, une voiture. C'était combien à l'époque? C'était 50 000 francs. 50 000 francs. 50 000 francs pour les Marocains. Pour combien de temps passé à l'usine?
Vous aviez passé combien de temps de votre vie? Non, ça c'est 50 000 francs, c'est comme prime. On leur calcule l'ancienneté, plus les vacances et tout ça. Ça c'est une 50 000, c'est une prime que la direction donne pour se débarrasser des gens. Donc, alors on dit aux Marocains, vous êtes très fort dans le commerce, vous pouvez faire une épicerie. Les Algériens, on leur dit que vous pouvez faire aussi, comment dirais-je, des marchands ambulants, vous donnez une R4, un équipement des marchés. Les Tunisiens, vous êtes très forts, on vous donne pour faire un hammam. Et pour les Africains... Tunisiens, hammam, Marocains, épicerie. Les Africains, on leur dit, on va vous montrer comment planter des oliviers dans les Sahara. À tel point, ils ont amené un marabout de Sénégal, qui était payé, je ne sais pas, il a pris une fortune de la direction. On leur dit qu'il y a une mauvaise sort sur Renault. Il faut que vous preniez l'argent et vous quittez. Je pense que le retour, les gens, ils avaient un projet avec retour. Ils voulaient retourner. Et il y avait une conception à l'époque de l'immigration comme un transfert de technologie, un vecteur pour le transfert de la technologie. C'est-à-dire, quand ils sont partis, ils disaient que nos ouvriers ils vont partir, ils vont apprendre là-bas des métiers, ils vont apprendre beaucoup de choses, ils vont retourner et développer leur pays d'origine. C'était grosso modo la théorie qu'il y avait à l'époque. Quand ils sont partis, les gens, ils étaient pas formés, ils l'ont laissé comme ils étaient, ils travaillaient sur la chaîne, ils faisaient des travaux rudimentaires et pénibles. Donc, il y avait des projets, par exemple, aux Pays-Bas, il y avait un projet qui s'appelle Rambord. C'est un projet, ils ont donné à l'époque 100 000 euros, c'est-à-dire à peu près 50... 5 000 euros, oui, j'ai entendu. Non, c'est 100 000. Ah, 100 000 euros. Florin, à l'époque. Ah, Florin, oui, Florin. À l'époque, à peu près, c'est-à-dire 50 millions maintenant. D'accord, 50 millions, 500 milliards. Et les gens qui sont retournés dans les années 80, c'était une période de sécheresse au Maroc. Ils n'étaient pas préparés à diriger une entreprise, ils n'étaient pas soutenus. Et ils ont, par exemple, fait l'agriculture de la plupart, les projets ont fait faillite. Ils ont fait l'élevage de poules, ça n'a pas marché. Ceux qui ont marché, il y en avait un ou deux, un qui a fait menuisier, un qui a fait une pâtisserie. Donc le problème des retours à l'époque, c'était si posé par les immigrés eux-mêmes, si posé par les États d'origine et si posé par les pays d'accueil. Donc c'était ça l'idée initiale. Mais cette idée, elle n'a pas marché parce que les gens, ils sont restés là-bas, ils ont fait le regroupement familial, ils sont venus avec leur famille. Donc, grosso modo, il y avait une politique de retour. Aux Pays-Bas, ils l'ont appelé le permis de se casser. Ils ont fait un permis de rotop. C'était la même chose, le million de Stoléry, je pense. Oui, prends 1 million et casse-toi. Prends 1 million et casse-toi. Donc il y avait une politique. Moi j'ai envie, c'est Marouf Ismahli, j'ai envie vraiment de rendre un vivre hommage aux femmes immigrées. Oui, vraiment, parce que dans cette histoire de retour, il y avait la stratégie des pays d'origine, des États d'origine, de pays dits d'accueil, mais il y avait aussi la stratégie des migrants eux-mêmes et plus particulièrement des femmes migrantes. Et ces femmes, c'est extraordinaire. Moi, j'ai suivi un peu la réaction des femmes de mineurs qui sont allées avec leur mari en refusant le retour au pays. En disant, si on revient au pays, dans le fin fond du Sousse, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas de l'eau courante, etc. Et hors de question qu'on revient au pays. On doit rester ici. Et si voulez-vous, les hommes, revenir au pays, allez-y. Mais nous, on reste ici avec nos enfants et avec l'aller-retour à l'école quotidien, etc. Et c'est grâce à ces femmes que des milliers de mineurs ont refusé ce retour et ils se sont enracinés dans le Nord. Et aujourd'hui, lorsque je vais à Douai, par exemple, je suis agréablement surpris d'être accueilli par des enfants de ces mineurs qui sont souvent aujourd'hui des ingénieurs, des grands techniciens, des jeunes filles qui ont fait une scolarité extraordinaire. Donc cette question de retour, heureusement
que le migrant a sa propre stratégie, que personne ne pourrait la modifier. On va y penser, mais juste après la pause. La pause et on revient juste après. On pourra parler aussi de la situation actuelle et du cas de la SNCF. À tout de suite.